Il ne s'est pas exprimé depuis les aveux de Jérôme Cahuzac. L'homme qui l'a remplacé à Bercy, Bernard Cazeneuve, ministre du Budget, parle pour la première fois ce matin sur Europe 1. Et c'est avec vous, Jean-Pierre Elkabbach. Et il lui succède. Bienvenue Bernard Cazeneuve, merci d'être avec nous sur Europe 1 et bonjour. Bonjour. Avec Jérôme Cahuzac, vous étiez amis. Vous êtes peut-être toujours amis. Qu'est-ce que vous avez ressenti quand vous l'avez appris? Qu'est-ce que vous ressentez ce matin? Simplement. J'ai ressenti un sentiment très humain qui s'appelle le chagrin. Immense. Il vous avait jamais rien dit? Jamais confié? Je lui ai posé à plusieurs reprises la question et il m'a toujours indiqué que cela n'était pas vrai. Et c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, dans cette période qui était difficile pour lui, j'étais à ses côtés, je l'ai cru. Oui. On croit souvent ses amis. Vous savez, en politique comme dans la vie humaine, il y a un lien qui est un lien extrêmement ténu, qui peut se couper d'un coup. D'ailleurs, cette histoire en témoigne, qui est le lien de la confiance. Il est essentiel en amitié, il est encore plus essentiel en politique. Et alors, elle est rompue, la confiance? Ça m'appartient. Ce qui compte aujourd'hui, c'est ce qui est dans la sphère publique. Mais les conclusions que l'on en tire, et j'en tire 3 de conclusions sur cette affaire. La première, c'est que la vérité, on n'y échappe pas. Et elle apparaît toujours au grand jour dans sa lumière la plus crue. Le deuxième élément, c'est que la vérité arrive d'autant plus vite que la justice est indépendante et que la presse fait son travail. Et pendant toute cette période, quels que soient les liens que j'avais avec lui, je n'ai jamais mis en cause ni les juges, et aucune autorité du gouvernement ne l'a fait, ni la presse qui enquêtait. Mais vous n'avez jamais eu de soupçon ou de doute à son égard. Il est resté enfermé dans ses mensonges et vous n'avez rien vu, rien demandé, rien entendu. Je l'ai interrogé régulièrement et j'ai entendu ce qu'il me disait. Et je lui ai fait confiance. Et aujourd'hui, cette confiance est déçue, trahie. Et c'est la raison pour laquelle j'éprouve le sentiment que je vous disais. Et la troisième leçon? La troisième leçon, c'est que la classe politique est faite de telle manière dans ce pays que lorsque des événements de ce type se produisent, on assiste à des phénomènes de meute. Et moi, je n'ai jamais été dans les meutes. Je n'aime pas les phénomènes de meute. Je préfère la convocation de la raison. Je préfère l'évocation des principes de la République. C'est la seule chose qui permette de sortir de la crise. Vous voulez dire qu'aujourd'hui, il y a trop de moralisateurs et de justiciers tous acabits qui se déchaînent contre le fautif, qui provoquent tant de débats dans la République? Ce n'est pas ce que je dis, parce que les propos ce qu'a fait Jérôme Cahuzac est condamné par la classe politique parce que c'est condamnable. Je dis simplement que la succession de ces propos indignés, ce phénomène de meute où l'on voit des interlocuteurs et des acteurs politiques de toute obédience se succéder au micro avec le soupçon ou parfois même la haine, la mise en cause à la commissure d'élèves contribuant ainsi à aggraver un climat, tout cela n'est pas très digne. Et moi, je n'ai jamais donné dans les phénomènes de meute à l'égard de mes adversaires. Je vous rappelle d'ailleurs, vous m'aviez interrogé à l'époque que lorsque j'étais rapporteur de la mission d'information parlementaire sur l'attentat de Karachi, je n'ai pas été de ceux qui dénonçaient, qui s'érigeaient en procureur, qui mettaient en cause tel ou tel, parce que dans la vie politique, il y a la vérité à laquelle on n'échappe pas, il y a les principes de la République qui ont leur rigueur, et il y a les comportements qui doivent être dignes dans l'épreuve. Vous ne mettez pas une quatrième leçon que l'État doit savoir? Parce que ce qui peut être étonnant, c'est que ni Matignon, ni l'Élysée, ni le ministère de l'Intérieur, ni le ministère de la Justice n'étaient au courant. Est-ce que personne ne voulait savoir ou personne ne savait? Ce qui est aussi grave. Jean-Pierre Elkabbach, revenons au principe. Nous sommes dans une République qui fonctionne sur le principe de la séparation des pouvoirs. Et ce qui compte dans une République, lorsque les pouvoirs public fonctionne régulièrement, c'est que la justice puisse enquêter sans être entravée. Je vous rappelle que l'action publique a été déclenchée par un procureur, un magistrat du parquet, qu'à aucun moment il n'a été entravé dans son enquête. La preuve, c'est que nous en sommes là aujourd'hui. Mais pendant 4 mois, vous ne saviez rien à tous les niveaux de la République et de l'État. Mais ce n'est pas une affaire ni même l'opposition d'ailleurs, qui avait, au nom de la présomption d'innocence, rien dit. Mais c'est un manquement individuel très grave. Alors, ce n'est pas la mise en place d'un système de corruption qui atteindrait un parti, un groupe, un État. Ce n'est pas une affaire d'État, c'est un manquement grave de la part d'un homme. Aujourd'hui, Pierre Moscovici, qui était autrefois le patron de Jérôme Cahuzac, aujourd'hui on l'accuse d'avoir utilisé tous les moyens de Bercy pour protéger et blanchir Jérôme Cahuzac. Est-ce que vous pensez que c'est vrai? Et d'autre part, il est devenu une cible, peut-être pour mieux viser François Hollande. On réclame la tête de Pierre Moscovici. Est-ce que vous croyez qu'on va la donner? Mais
c'est quand même curieux, cette République qui fonctionne systématiquement, en toutes circonstances, sur la demande de la tête d'un tel, la suspicion organisée. Que s'est-il passé pour ce qui concerne Bercy? J'en parle d'autant plus aisément que je n'étais pas là. Mais Pierre Moscovici a rendu public hier un communiqué qui précise très clairement les choses. Il y a eu une séparation complète, ce que l'on appelle, c'est une procédure, la muraille de Chine, entre les affaires personnelles de Jérôme Cahuzac, dont il n'a jamais eu à connaître dans l'exercice de son mandat ministériel parce qu'il n'avait pas à en connaître, c'est cette procédure qui a été mise en place, et la volonté du ministère de faire en sorte que tous les éléments soient communiqués à la justice. C'est cette procédure qui a été mise en place à travers la convention d'entraide avec la Suisse par Pierre Moscovici de façon absolument transparente. D'ailleurs, Pierre Moscovici, conformément à ce qu'a demandé l'Assemblée nationale hier, a transmis au Parlement tous les éléments concernant cette affaire dans la soirée. Vous promettez sans doute de redonner du crédit à la lutte contre le secret bancaire, les paradis fiscaux et la fraude fiscale. Ça, c'est évident. Hein, dans vos Mais ça fait partie de ma feuille de route. Effectivement, je vous le confirme. Et je le ferai avec la plus grande fermeté. Alors justement, aujourd'hui dans le monde, et on vient de me tendre le papier, les investissements au Caïman du trésorier de campagne de François Hollande, Jean-Jacques Augier, ami et homme d'affaires, figure discrète du monde de l'édition, qui a été le trésorier de François Hollande pendant la campagne de 2012, voit son nom apparaître dans des documents, Le Monde y a eu accès, et il montre qu'il est actionnaire de 2 sociétés offshore dans les îles Caïmans par le biais de son holding financier. Vous allez enquêter ? Mais moi, j'enquêterai sur toutes les affaires. Y compris celle-là. Mais quels que soient les détenteurs de comptes, il y a des procédures d'ailleurs. Enfin, j'enquêterai, c'est pas moi d'enquêter, je ne suis pas juge, mais l'administration fiscale est une administration qui a pour rôle dans la République. Et c'est d'ailleurs l'honneur de la République de garantir l'égalité des citoyens face à l'impôt. Donc je n'ai pas à enquêter personnellement, mais je peux vous assurer que... Vous chercherez la vérité puisque vous l'avez demandé. Toutes les mesures qui doivent être prises sur le plan législatif pour assurer la lutte contre les paradis fiscaux, contre l'évasion fiscale, doivent être prises dans les circonstances. Elles auraient dû l'être depuis longtemps. Elles doivent être prises. Bien dit. Et par ailleurs, le ministre du Budget, parce qu'il est le ministre de l'égalité devant l'impôt, doit transmettre à la justice, quand elle le demande, tous les éléments dont il dispose. Donc vous allez enquêter. J'y veillerai. Faire enquêter. Je vous dis simplement qu'on est dans un état de droit et que je ferai ce qui doit être fait. J'ai compris, j'ai bien dit, hein, Bruce, la parole douce, mais ferme et décidée. On va voir et on continue. Le climat politique s'est dégradé. Remaniement, démission, changement de gouvernement, dissolution. Si le président Hollande a confiance en vous, Bernard Cazeneuve, si vous demandez, Bernard, quelle suggestion vous me faites ou tu me fais? Qu'est-ce que vous lui diriez aujourd'hui dans le climat d'aujourd'hui? D'abord, je suis ministre délégué au budget, je ne suis pas Premier ministre ni président de la République, mais s'il me demandait sur le fond les 4 priorités sont les suivantes. 1. Il faut impérativement réconcilier le pays avec l'entreprise. C'est fondamental si l'on veut créer... C'est pour ça que vous faites les 75%? Mais les 75%, c'est une manière de réconcilier le pays avec l'entreprise, parce que ça veut dire que dans la période de redressement que nous connaissons, les rémunérations indécentes ne peuvent pas être distribuées parce que tout le monde doit faire des efforts. Et ce signal-là, c'est un signal de réconciliation. Qui va être concerné et elle sera applicable quand Attendez, on va les énumérer, mais 75% qui? 75% toutes les entreprises, tous les salariés, toutes les rémunérations. Oui, les clubs de sport, par exemple, le rugby, le basket, basket, lorsqu'ils sont organisés le foot. en société, oui. Mais vous savez, il n'y a pas beaucoup de clubs de basket, de handball qui distribuent des rémunérations supérieures à 1 million d'euros. Par ailleurs, quand vous regardez les clubs de Ligue 1, vous constatez que ce ne sont pas ceux qui ont les plus gros budgets qui obtiennent les meilleurs résultats. Le Haut Conseil de la Famille analyse le rapport Fragonard sur les allocations familiales. Est-ce que vous retiendrez surtout les conditions de ressources? Par exemple, à partir d'un seuil élevé de revenus, les familles les plus aisées seront mises à contribution. Les familles les plus aisées seront mises à contribution, mais ça ne veut pas dire qu'on remet en cause le principe d'universalité dans le versement des allocations familiales. Il y aura un phénomène redistributif, mais il n'y aura pas de remise en cause du principe d'universalité. Donc le système actuel va changer. Le système actuel va changer parce qu'il nous faut trouver 2,2 milliards d'euros, et par conséquent, cela ne peut pas se faire sans une modification du système actuel. Alors, vous étiez en train de dire ce que vous diriez au président de la République si jamais il vous interrogeait. 1. Réconcilier le pays avec l'entreprise. 2. Remettre en ordre les comptes du pays, ce que nous avons commencé à faire. 3. Réorienter en profondeur l'Union européenne. 4. Engager les grandes réformes structurelles dont le pays a besoin. On vient de parler de la politique familiale. Il y a la question des retraites. Il y a la question de la sécurisation des parcours professionnels. Ce pays doit être profondément réformé. On ne peut pas vous laisser partir sans vous dire, est-ce que vous allez augmenter les impôts? Quelle va être la marque de Bernard Cazeneuve? Des impôts encore, ou de vraies économies parce qu'il y a des déficits et des dérives? Je veux être le ministre des économies.
C'est-à-dire que je privilégierai les économies sur la fiscalité conformément à la feuille de route du président. Mais on dit que vous allez avoir besoin l'année prochaine, en 2014, de 20 à 25 milliards d'euros. Où vous les prendrez? Chez qui? Mais il y a un effort considérable à faire d'économie. 10 milliards sont déjà programmés dans le cadre du triennal. Il faut, dans le cadre du financement du CICE, à la fois mobiliser la TVA et mobiliser des économies complémentaires. Merci d'être venu. Vous reviendrez. Merci. On fera un grand rendez-vous avec vous. Merci d'avoir répondu directement et aujourd'hui à toutes ces questions. Merci pour cette première intervention de Bernard Cazeneuve. Et il y aurait tellement à vous demander. J'ai noté la première phrase, j'ai ressenti un sentiment très humain, le chagrin. Vous l'aviez parlé depuis Non. Mardi? Et il reste votre ami? Ça me regarde. Ce que je dois dire, c'est ce qui relève de la sphère publique. Le reste me concerne. Et vous êtes inquiet pour lui? Je suis préoccupé de ce que sera sa réaction aux circonstances. Que lui reste-t-il? Vous savez, la politique a ses exigences et ses principes, on doit être intraitable. Le président de la République et le Premier ministre l'ont été. Puis il y a aussi une dimension humaine. Et moi, je ne suis pas, encore une fois, de ceux qui donnent avec la meute. D'ailleurs, dans la meute, comme vous avez remarqué, il y a beaucoup de loups. Oui. Et il y a aussi quelques chiens. Est-ce que pour la République, vous êtes inquiet? Et pour votre propre gouvernement? Je ne suis pas inquiet pour la République, parce que la République a des fondements et que le président de la République, comme ses déclarations en témoignent, est déterminé à les faire prévaloir. Merci beaucoup Bernard Cazeneuve, merci Jean-Pierre Elkabbach, on vous retrouve demain bien sûr sur Europe 1.